Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de novembre. Dans ce point lecture, j'ai donc 4 romans ainsi que quelques graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord du récit Te sentir renaître par Scarlett Cole aux éditions Et moi. Ce sera ensuite autour du Labyrinthe de Pan par Guillermo del Toro et Cornelia Funke aux éditions Michel Lafon. Après ça, je vous parlerai de Moitié d'âme, le premier tome des Chroniques des 5 trônes par Antelme Hochkorn aux éditions Gulfstream. Et du côté des romans, je terminerai avec le roman Pour ce qu'il me plaît par Laure Buisson. Ensuite, côté graphique, j'ai à vous présenter tout d'abord les tomes 3, 4 et 5 du manga Isabella Bird de Taiga Sasa. Et je vous parlerai également de la très jolie bande dessinée La Clan d'ours par Bordier et Sanoé aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Te sentir renaître par Scarlett Cole. Il s'agit donc ici, comme on peut s'en douter par rapport à la couverture, d'une romance plutôt nu adulte entre deux personnages. C'est un tome qui s'inscrit dans la série Prélude, qui est une série dans laquelle on suit en fait les différents membres d'un groupe de musique et donc chaque tome est centré sur l'un des membres du groupe de musique. J'avais bien apprécié le premier tome, même si j'avais trouvé que c'était quand même un roman dans lequel il y avait beaucoup de drame et peut-être un peu trop de drame, mais globalement sinon c'était une série qui avait, enfin c'était un tome en tout cas que j'avais trouvé très addictif et qui avait quand même plutôt bien marché sur moi. Dans ce tome-ci, on va suivre cette fois-ci le personnage de Elliot, qui n'est pas du tout un personnage qui m'intéressait au départ, parce qu'on le rencontre du coup dans le tome 1, et clairement des différents personnages qu'on rencontrait dans le tome 1, c'était peut-être celui qui m'intéressait le moins. Et finalement, je dois dire que je l'ai beaucoup apprécié, et donc Elliot en fait est un jeune homme. L'histoire du groupe Prélude, c'est qu'en fait ce sont 4 musiciens, je crois, qui ont grandi ensemble dans un foyer. Ce sont 4 enfants du coup qui ont été un peu baladés de foyer d'accueil en foyer d'accueil et qui se sont retrouvés ensemble dans le même foyer d'accueil et qui se sont un peu reconstruits les uns avec les autres et qui ensuite ont formé leur groupe de musique. Du coup, ils ont tous des histoires compliquées et du coup, en fait, Elliot a une espèce de fascination pour le feu, il est pyromane et il va il va être amené par son groupe de musique, par sa notoriété en fait, à se rendre dans un hôpital pour aller voir des enfants qui sont fans de lui. Il y va avec un autre membre du groupe et parmi les enfants qui sont très fans de lui à l'hôpital, il y a un jeune garçon qui s'appelle, c'est pas marqué au dos, Daniel, et du coup il va donc rencontrer Daniel qui est un jeune adolescent qui est très fan de lui, et en fait Daniel est là avec sa maman qui s'appelle Kendali. Et en fait Daniel est là parce que il est un grand brûlé, parce qu'il a mis feu à sa maison. On va comprendre qu'il a une histoire qui était très compliquée et que c'était un peu son moyen d'exprimer toute la rage qu'il avait contenue en lui. Tout ça va être expliqué. Et en fait, Elliot va être très touché par ce petit garçon, même s'il le renvoie à ses propres peurs et en même temps à ses propres addictions. Du coup là c'est un petit peu compliqué pour lui et il va en même temps tomber du coup amoureux de Kendali, la maman, en sachant qu'elle est quand même pas mal plus âgée que lui, elle a un bon 10 ans de plus que lui je dirais. Et du coup on a donc cette histoire et en même temps ça les met beaucoup chacun face à leurs doutes. Kendali est quelqu'un qui veut se débrouiller par elle-même et Elliot est extrêmement riche par son groupe de musique, il veut tout le temps l'aider et elle a du mal à accepter ça. Ce que j'ai apprécié dans ce récit, c'est que c'est une romance dans laquelle il y a des conflits entre les deux personnages, comme un peu toujours dans les romances nu adultes, sauf que j'ai apprécié le fait qu'ici ça ne vienne pas de quiproquos, ce qui a tendance à énormément m'énerver, mais ça vient du fait en fait que leur relation les renvoie à leur faiblesse à chacun de deux, et du coup ils doivent passer au-dessus pour accepter leur relation. Et du coup j'ai préféré le fait que ça tourne autour de ça plutôt qu'autour de quiproquos habituels. Après à nouveau ici il y a quand même beaucoup de drame, mais j'ai trouvé ça quand même mieux dosé que dans le tome 1. Et sinon donc c'est toujours aussi addictif, les personnages sont à nouveau très attachants et j'ai eu envie de continuer à découvrir les autres membres de ce groupe. Du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu Le Labyrinthe de Pan par Guillermo del Toro et Cornelia Funke aux éditions Michel Lafon. C'est donc un roman qui a été fait à partir du film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, que pour ma part j'ai vu seulement 1 ou 2 fois, mais que j'avais vraiment bien apprécié, dont j'avais beaucoup apprécié l'univers. Du coup j'ai été très curieuse de découvrir ce récit, d'autant plus que voilà, ils ont fait un superbe travail éditorial avec cette couverture en soft touch, les petits reflets et des illustrations qui parsèment le récit et qui sont, je trouve, absolument superbes. Certaines sont en couleur.
Et donc voilà, on a différentes illustrations présentes de temps en temps dans le récit. Je trouve que de manière générale, le travail éditorial est très chouette sur ce livre. Ici aussi. Donc voilà, vraiment un objet livre que j'ai beaucoup aimé. Après, pour ce qui est de l'histoire, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié aussi. Du coup, je connaissais déjà l'histoire, mais comme j'ai vu le film assez peu de fois et que ça remonte un petit peu, je dois dire que j'en avais pas un souvenir très précis. Du coup, même si je me souvenais de la trame générale de l'histoire, j'ai quand même été surprise par certains éléments de l'histoire que j'avais complètement oubliés. J'ai beaucoup apprécié ça. Il y a différentes narrations qui sont proposées, vraiment pas mal de narrations différentes, et j'ai trouvé que ça apportait vraiment un aspect très complet à l'histoire. En plus de ça, c'est écrit avec une plume, je trouve, très poétique et très belle, et c'est à la fois très sombre et très poétique, et j'ai beaucoup apprécié ce mixte des deux, et les illustrations, comme je vous ai montré, je les trouve absolument magnifiques. Donc voilà, ça a été une belle réussite pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup l'histoire du labyrinthe de Pan, ça se passe pendant la période de l'Espagne franquiste, et nous on va suivre l'histoire d'une petite fille dont la mère est devenue veuve avec la guerre civile et a décidé de et se remarier en fait avec un général, qui est un général franquiste, qui est un odieux personnage. Et du coup, la petite fille et la mère, qui est enceinte, vont aller vivre chez cet homme qui vit un peu perdu dans la forêt, dans un espèce de manoir d'où il traque les différents rebelles qui vivent dans la forêt. Et en fait, cette fille va découvrir un livre, et à travers ce livre, va découvrir toute une histoire avec des choses qu'elle doit accomplir. On lui dit en fait qu'elle est la princesse d'un royaume et qu'elle doit accomplir pas mal d'étapes pour pouvoir devenir cette princesse à nouveau et se libérer du quotidien dans lequel elle vit et qu'elle n'aime pas. Voilà, c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié, je vous recommande. Voilà, une très bonne lecture pour ma part. J'ai mis la note de 17 sur 20. Il m'a manqué un petit peu d'émotion pour que ce soit vraiment un coup de cœur, mais ça aurait pu l'être. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Moitié d'âme, les chroniques des 5 trônes par Antelme Hochkorn, publié aux éditions Gulfstream. C'est un roman que je voulais absolument lire avant le salon de Montreuil pour pouvoir aller voir Antelme Hochkorn tout simplement et lui faire dédicacer si je l'aimais. Je me doutais très fortement que j'allais aimer ce livre et effectivement, autant vous dire que ça a été le cas. Ça a été une très très bonne lecture. À nouveau, j'ai pas eu le petit truc qui a fait que je l'ai ressenti comme étant un coup de cœur, mais je pense que c'est une lecture qui va peut-être me marquer dans le temps et qui du coup deviendra peut-être un coup de cœur par cette manière-là, pas par la lecture en elle-même qui m'aura fait vivre 36 000 choses et battre mon petit cœur, mais plus par le souvenir que j'en aurais gardé. Après, voilà, c'est le temps qui nous le dira. Pour ce qui est de l'histoire des chroniques des 5 trônes, ça va être un petit peu compliqué à vous raconter. En gros, c'est une histoire de fantasy qui se passe dans un monde très hivernal et très glacé, en tout cas pour ce premier tome, puisque tout ça se passe en fait dans un univers dans lequel il y avait au départ 4 trônes. Le trône du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Qui étaient des trônes avec des faées, donc des immortels, des humains sont arrivés, et donc ensuite est venu se rajouter le trône et du coup le royaume des aïeux, qui donc est venu se rajouter quand les mortels sont arrivés. Donc tout se passe dans ce monde-là, les faées sont maintenant très rares, en revanche il y a beaucoup de mages, enfin pas mal de mages, et hommes et femmes, et qui font du coup leurs enseignements de magie, etc. Et pour que la magie fonctionne, il faut être deux, il faut que les deux personnes soient liées en fait pour qu'elles réussissent à créer ensemble de la magie. Nous, on va suivre dans cette histoire-ci plusieurs personnages, deux personnages principaux qui sont un mage et une mageresse, sauf que le mage a conclu un accord avec une ancienne faée et que ça risque de lui causer quelques soucis. Donc voilà, et du coup c'est une faée de l'hiver, donc ça se passe plutôt dans le nord de ce fameux monde, et du coup il y a pas mal d'environnements glacés, et il y a toute une histoire justement avec une troupe de carrioles en fait qui vivent ensemble avec tout un groupe qui s'est formé, etc. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé l'écriture qui est une écriture très poétique qui va très bien avec cet univers un peu de faée, de magie, etc. J'ai beaucoup aimé le développement de l'univers qui est fait. Voilà, ça a vraiment été un très bon récit, oui. Un très très beau travail éditorial aussi à noter ici. Donc voilà, vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié. Il fait à peu près 500 pages. Les en-têtes de chapitres sont décorées comme ça avec les fameux 5 trônes. Voilà, vraiment une très très bonne lecture pour moi. J'ai beaucoup aimé ce titre. J'ai mis la note de 18 sur 20.
Voilà, vraiment une très belle lecture, il n'est pas passé loin d'un petit coup de cœur pour le coup. Et du coup, pour terminer côté roman, j'ai donc lu Pour ce qu'il me plaît par Laure Buisson, c'est publié aux éditions du Livre de Poche et c'est donc présenté comme étant l'histoire de Jeanne de Belleville, la première femme pirate. C'est un récit que j'avais demandé au Livre de Poche parce qu'il m'intriguait bien, je veux dire que j'aime beaucoup cette couverture qu'ils ont fait. Et puis le sous-titre, voilà, m'intriguait bien, j'aime beaucoup tout ce qui est de l'univers marin. Ça se passe en 1330 et on suit donc l'histoire de Jeanne de Belleville qui a 30 ans et qui à la suite... Enfin, ce qui est présenté dans le récit, c'est qu'on suit l'histoire de Jeanne de Belleville qui en 1330, alors qu'elle est âgée de 30 ans, va épouser un baron, en sachant qu'elle a déjà été mariée, je crois, 2 fois avant. Sauf que quelques années plus tard, le roi Philippe VI va faire décapiter son mari parce qu'il est soupçonné de traîtrise et on nous dit donc que du coup Jeanne va décider de faire payer la France et elle devient en gros la lionne sanglante et va honorer la devise des Clisson, donc de la famille de son mari, qui est donc Pour ce qu'il me plaît. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié. Après, je dois dire que j'étais un petit peu déroutée. On est ici sur un récit donc, qui se passe autour de l'année 1300, enfin qui démarre en 1300, et l'écriture est un petit peu adaptée à cette époque. Du coup, c'est une écriture un peu particulière et qui en plus s'adresse à Jeanne de Belleville. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette écriture, que je l'ai trouvée très travaillée, très jolie et en même temps très fluide et très facile à suivre. Si vous avez un peu peur justement du fait que ça se passe dans une époque ancienne, etc., moi j'ai trouvé que le récit était extrêmement fluide. Après, pour ce qui est de l'histoire, en fait, donc ça commence vraiment en 1300, on suit l'enfance de Jeanne de Belleville, on va la suivre dans son premier mariage, son deuxième mariage je crois, son troisième mariage ensuite avec Olivier de Clisson, l'histoire justement avec cette fameuse accusation, le fait qu'il soit décapité, quand Jeanne décide du coup de devenir pirate, et puis ensuite ce qui va se passer après. J'ai trouvé que finalement la dimension piraterie était quelque chose qui était très court dans le récit, qui comporte peut-être une 50aine de pages sur les 300. Du coup voilà, je m'attendais à ce que la piraterie prenne plus de place dans le récit par rapport juste au sous-titre qui est donné. Ça n'a pas été le cas. Après, malgré ça, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Ça traite pas mal des problèmes entre des problèmes de lignée, de savoir qui doit hériter, enfin voilà, c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié, puis ça traite également pas mal, on a des petites cartes comme ça, il y a pas mal de barons de Bretagne, etc., des conflits avec l'Angleterre, enfin c'était vraiment un récit que j'ai trouvé très intéressant, même si c'est vrai que c'était pas exactement ce que j'attendais. Après ça nous présente, c'est marqué que ça nous présente la vie éminemment romanesque d'une héroïne oubliée de l'histoire de France et nous donne à voir un Moyen-Âge loin des clichés. Pour le coup, je suis exactement d'accord avec ça. C'est tout à fait ce qu'on trouve ici. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous recommande vivement. Après, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait trop de piraterie. Malgré ça, c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié et j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc continué la série Isabella Bird avec les tomes 3, 4 et 5, donc du coup tous les tomes parus, je suis à jour sur tous les tomes parus de cette série, qui est une série que j'apprécie vraiment bien. J'aime surtout beaucoup les dessins, c'est tout à fait le genre de dessin qui me plaît dans les mangas. Je suis assez difficile et pour le coup on est ici sur des dessins qui sont très détaillés et j'aime beaucoup ça. Je vais essayer de vous trouver des planches. Voilà, je vais vous montrer un peu... Voilà, c'est du dessin vraiment très détaillé et donc en fait on suit l'histoire d'Isabella Bird qui est une jeune femme qui est exploratrice, elle est anglaise et elle décide un peu de parcourir le monde. En l'occurrence on va la suivre dans une épopée qu'elle fait au Japon avec son interprète Ito et du coup voilà, ils partent un peu hors des sentiers battus. Elle, ce qu'elle cherche c'est vraiment à voir les coins reculés, ce dont on ne parle pas. À cette époque là ça se passe en... autour de 1700 si je dis pas de bêtises. Alors, en tout cas c'est à une époque à laquelle 1878, c'est l'époque à laquelle le Japon a décidé d'ouvrir ses frontières et de commencer à accorder quelques visas pour quelques personnes. Donc tout le monde n'a pas accès à tous les coins reculés du Japon et ceux qui ont accès c'est seulement depuis peu de temps. Et du coup voilà, Isabella est bien décidée à découvrir tout ça et à faire ensuite ses carnets de voyage pour le faire découvrir un peu au monde. Du coup elle s'enfonce quand même pas mal dans la campagne, elle découvre vraiment des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde et j'aime vraiment bien. Après à partir du tome 4 je crois, dans les tomes 4 et les tomes 5 on a d'autres histoires qui viennent en parallèle, un peu à partir du tome 3 mais c'est surtout dans ces deux là. Dans le tome 4 on a pas mal l'histoire de Ito en fait qui vient, donc son guide interprète,
qui vient, et dans ce tome 5 c'est plutôt la jeunesse d'Isabella qui est présentée. J'ai bien aimé ces deux points de l'histoire, surtout celui sur la jeunesse d'Isabella, mais je trouve quand même que ça prend du coup pas mal de place dans le récit et que du coup on avance assez peu sur l'histoire principale que l'on suit, à savoir le périple d'Isabella, qui est quand même ce qui m'intéresse le plus. Après, ce tome 5 par contre présente un aspect très intéressant qui met un peu... En fait, il se retrouve à nouveau plus dans la civilisation après avoir passé pas mal de temps dans les terres reculées. Et quand il se retrouve dans les civilisations, il y a la question qui se pose de est-ce que l'occidentalisation à tout prix est bonne? Est-ce qu'il faut à ce point renier la culture et les traditions, même si le progrès apporte des choses intéressantes, etc. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié, j'ai mis la note de 17 sur 20 à l'ensemble de ces tomes. Et du coup j'ai ensuite lu donc La Grande Ourse par Bordier et Sanoé dans la collection Métamorphose. J'avais déjà lu du même duo d'autrices leur récit Maléfice qui est sorti il y a très peu de temps chez les éditions Jungle. Sur Maléfice, j'avais un avis un petit peu mitigé, à savoir que j'avais beaucoup apprécié le trait de dessin, j'avais bien apprécié globalement l'histoire, mais je l'avais trouvé trop rapide et j'avais été un peu déçue par les tournants qu'elle avait pris, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui nous laissaient présager et finalement j'avais trouvé que ça retournait vers une histoire un peu trop classique pour moi par rapport à ce qui était proposé dans l'histoire. Mais j'étais quand même curieuse de découvrir leur autre récit qu'elles ont fait en collaboration, à savoir La Grande Ourse. Je sais pas d'ailleurs si elles en ont fait encore d'autres, enfin bref. Du coup j'étais curieuse de découvrir La Grande Ourse. Pour ce qui est de La Grande Ourse, alors les dessins sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais les dessins sont à tomber par terre. J'ai beaucoup aimé l'histoire, que j'ai trouvée très touchante, et par contre elle est quand même très rapide. Voilà, c'est un récit complet, donc il est sur 80 pages. Ça a l'avantage d'être un récit complet et en même temps, du coup, voilà, ça aurait mérité plus de pages pour plus développer l'histoire, je pense. Après, c'est un récit que j'ai quand même vraiment bien apprécié. On suit donc l'histoire de cette jeune femme dont j'ai oublié le prénom, qui en fait n'arrive pas à se débarrasser de ses fantômes. C'est-à-dire que tous les fantômes la suivent partout. Il y a des fantômes qui sont attachés à des objets, à des pièces, à la voiture, à n'importe quoi. Et ils la suivent tout le temps. Et en fait, ils l'empêchent un peu de vivre dans le sens où, du coup, elle s'empêche de s'attacher aux gens, etc. parce qu'elle se dit que à un moment ça va se terminer. Et elle va du coup rencontrer cette jeune fille qui se présente comme étant la Grande Ourse et qui va donc l'aider à essayer de mieux vivre, en tout cas, pas forcément faire le deuil, mais mieux vivre avec tous ces fantômes. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée très, très mignonne, très touchante, même si c'est vrai qu'elle est un peu rapide. Pour vous présenter du coup quelques planches, il y en a qui sont vraiment superbes, avec assez peu de dessins, assez peu de texte, pardon, et beaucoup de dessins au contraire. C'est le cas ici par exemple. Je vais essayer de vous en montrer dans différents styles parce que la colorimétrie change vraiment d'un truc à l'autre. Là. Il y a vraiment, je trouve, de superbes planches. Ici aussi. Donc voilà, il y a quand même de très jolies planches. Donc pour ça je vous recommande de tenter si ça vous intéresse. Après c'est vrai que l'histoire est un petit peu rapide. J'ai mis pour ma part la note de 17 sur 20. C'est un récit que j'ai bien apprécié. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres ou à me donner votre avis si vous les avez déjà lus. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!